Mesdames, Messieurs, quel que soit votre rang, quel que soit votre grade, quelle que soit votre fonction dans cette société, je vous souhaite la bienvenue à Malval-en-Vercors. Je vous remercie pour votre présence pour évoquer ensemble le souvenir du massacre du 29 janvier 1944. Je vous remercie parce que ce moment est important. Je vais peut-être vous surprendre, mais contrairement à ce que l'on croit souvent, ce n'est pas pour le passé que cette cérémonie est importante. Le passé est le passé, et quoi que nous fassions, rien ne pourra le changer. En réfléchissant au sens de cette commémoration, j'en suis arrivé à la conclusion qu'elle était surtout importante pour l'avenir de la société que nous construisons jour après jour. Ces commémorations sont importantes car elles peuvent influer positivement le destin de l'humanité qui se construit grâce à chacun d'entre nous. Mais, allez-vous me dire, comment se peut-il? Comment un passé douloureux peut-il construire un avenir heureux? Lors d'un moment comme celui-ci, lorsque nous évoquons le massacre de dizaines de personnes en ce 29 janvier 1944, nous revivons la douleur ressentie par les survivants de l'époque. Nous ressentons leur colère face à la barbarie qui s'est déchaînée ici, comme sur le monde de cette époque d'ailleurs. Nous ressentons enfin de la tristesse face à tout ce gâchis qui a anéanti l'Europe et une bonne partie du monde. À première vue donc, c'est un échec total de l'humanité qui s'est chiffré en millions de morts. Quel désastre! Et la question vient alors, quelle utilité pour l'avenir peut avoir la commémoration d'un tel échec de la civilisation humaine? C'est précisément de cette utilité, de l'importance de cette commémoration que je voudrais vous parler aujourd'hui. Fraîchement élu maire de Malval, il y a seulement quelques mois, je me trouvais à rechercher un mariage dans le registre d'état civil. Mariage célébré vers le milieu du XXe siècle. Et c'est à ce moment, ainsi qu'en écoutant Robert Verret me conter la triste histoire de Malval pendant la dernière guerre, que j'ai réalisé la chose que je souhaite vous partager. Face à la triste histoire de Malval, face aux pages du registre d'état civil où s'égrenaient les mots du maire de l'époque qui relatait les décès survenus le 29 janvier 1944, beaucoup d'émotions me sont montées. Douleur, colère, tristesse. Je ne suis pourtant pas d'ici, comme on dit. Mes racines sont ailleurs, mais mon cœur était là, à lire les mots de Georges Glénat, à écouter les paroles de Robert Verret, et aujourd'hui, parmi vous, à ressentir ces émotions douloureuses. Mais pourquoi encore et encore revivre ces émotions? En quoi cela sert-il l'avenir de notre société, puisque, comme je l'ai dit, le passé restera toujours ce qu'il a été, et que notre responsabilité concerne l'avenir que nous construisons maintenant? Ces émotions de colère et de tristesse, elles ont été ressenties au moins au centuple par les habitants de l'époque. La peur de l'ennemi qui d'un coup vint troubler la paix de cette terre, la colère face à cette barbarie, et finalement la tristesse d'avoir perdu tous ces êtres chers. C'est cela que nous ressentons à nouveau lors de cette cérémonie du souvenir. Le point crucial est que ces émotions ont en réalité une grande importance pour l'avenir. Pourquoi? Eh bien parce qu'une émotion, c'est par définition ce qui nous met en mouvement. C'est ce qui nous fait réagir face à une situation donnée. Les émotions sont les moteurs de nos actions. Les émotions que nous ressentons à chaque instant de notre vie, intenses ou pas, nous font choisir une action plutôt qu'une autre. Nous croyons souvent faire des choix rationnels. Eh bien, c'est extrêmement rare. Ce sont en réalité nos émotions qui nous guident, et les recherches en psychologie le montrent très clairement. La peur induit le repli sur soi, ou le conflit par exemple. Mais la joie nous donne confiance et nous ouvre aux autres, ce qui est l'inverse de l'effet de la peur. Mine de rien, sans que nous en ayons conscience, les émotions guident une très grande partie de notre vie, et donc la vie de notre société humaine. Au sortir de la dernière guerre mondiale, ces émotions ont d'ailleurs joué un grand rôle dans ce qui a modifié en profondeur la société française, européenne et mondiale. Ainsi, la colère qui a mené à la Révolution française, par exemple, a finalement abouti à la Déclaration des droits de l'homme, qui est un texte fondateur du monde moderne. La colère et la tristesse de la fin du conflit en 1945 ont permis une prise de conscience essentielle qui a mené au « plus jamais ça ». Face à l'impasse de ce conflit, face à l'impasse où mènent la peur et la colère, c'est le cœur qui s'est réveillé. Ces émotions douloureuses nous ont ramenés sur le bon chemin, celui de la main tendue, celui de la solidarité qui a remis au premier plan la fraternité par le biais
de la sécurité sociale, celui de la coopération entre les peuples par le biais de la construction européenne. Ces événements majeurs qui ont façonné le monde que nous connaissons sont issus du basculement de fortes émotions de peur, de colère et de tristesse vers une grande joie guidée par le cœur de celles et ceux qui ont touché le fond. L'intelligence du cœur humain nous a permis de comprendre, face à l'impasse du conflit, que la vraie solution, la vraie victoire, n'est pas celle des armes, mais celle du cœur. Les armes ont permis d'arrêter la barbarie, mais donnaient pas de solution pour vivre ensemble. Comme le dit si bien Robert Verret dans son livre, ce sont l'amour et la compassion qui sont la base du monde fraternel dont nous avons besoin pour vivre en paix et trouver le bonheur. Ce message résonne d'ailleurs avec le testament de Malval de l'abbé Pierre. Le bonheur n'existe pas dans la peur, ni dans la colère, ni dans la tristesse, mais il existe dans la joie qui n'est possible que dans un monde où la fraternité permet la confiance. La Marseillaise que nous allons chanter a une grande valeur historique, mais je regrette à chaque fois qu'elle ne mentionne pas la victoire du cœur qui a marqué pour moi le jour de gloire, qui a ramené la paix intérieure et la paix dans la société. En ce jour du 29 janvier 2018, la jeunesse est associée plus étroitement à notre commémoration. Cela se passera à Cognat-les-Gorges en fin de matinée. Ce que je viens de rappeler au sujet des émotions et de leur rôle dans la construction du monde prend donc tout son sens pour ces jeunes à qui nous donnerons les rênes du monde demain. À propos de la jeunesse, une connaissance m'a fait passer quelques citations dont les termes nous sont familiers. Je vous les livre et vous direz ensuite de qui elles sont. Je cite. Notre jeunesse est mal élevée. Elle se moque de l'autorité et n'a aucune espèce de respect pour les anciens. Nos enfants d'aujourd'hui ne se lèvent pas quand un vieillard entre dans la pièce, ils répondent à leurs parents et bavardent au lieu de travailler. Ils sont tout simplement mauvais. Deuxième citation. Je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain, parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible. Troisième citation. Notre monde a atteint un stade critique. Les enfants n'écoutent plus leurs parents. La fin du monde ne peut pas être bien loin. Quatrième citation. Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois. Ceux d'aujourd'hui ne sont pas capables de maintenir notre culture. De quand datent ces citations? La première de Socrate, 400 avant Jésus-Christ. La deuxième, d'Hésiode, 720 avant Jésus-Christ. La troisième d'un prêtre égyptien, 2000 ans avant Jésus-Christ. Et la dernière d'un babylonien, 3000 ans avant Jésus-Christ. À l'évidence, les choses ne changent pas tant que cela. Serait-ce notre mémoire qui flanche à propos de notre jeunesse? Il est vrai que personnellement, je n'avais pas du tout la même conscience du monde étant jeune. Qu'est-ce qui m'a fait changer alors? Qu'est-ce qui fait, par exemple, que je ne vois plus les monuments aux morts de la même manière aujourd'hui? Eh bien, ce sont tous les moments où j'ai ressenti intensément de l'incompréhension, de la colère et de la tristesse face aux événements douloureux du monde. Ces émotions dites négatives réveillent notre intelligence qui cherche alors une solution et qui reconnaît enfin l'importance de l'amour et de la compassion, l'importance du cœur. Certains vivent en direct ces événements très douloureux qui provoquent des émotions intenses. C'est le cas des militaires au combat. Mais fort heureusement, tout le monde n'a pas à vivre ces moments terribles. Pour cela, les témoignages sont importants. Comme lors de la veillée organisée à Malval juste avant Noël, ou ceux que nous écouterons cet après-midi à Cognat. Associer la jeunesse à ces moments d'émotion, mais aussi à la recherche de témoignages historiques par le biais des écoles, est donc essentiel pour éveiller leur intelligence du cœur. Et ce à quoi nous devons veiller pour la paix et le bonheur des générations futures. Un cœur, nous en avons tous un. Nous sommes tous égaux devant la tâche à accomplir, tous importants, quel que soit notre rang, quel que soit notre grade, quelle que soit notre fonction dans cette société. Ce faisant, lorsque notre temps sera terminé, nous aurons enfin passé le flambeau. Merci, monsieur le maire. Je vous remercie d'être aussi nombreux à cet anniversaire. Malval, Vassieux, Saint-Nizier-du-Mouchereau de Chambaran, Saint-Nazaire-Arroyant, Romans, Sornin, Autran et d'autres lieux, souvenirs qui me hantent, ça me remue les tripes. Je suis resté 16 mois. Je connais le Vercors de long en large. Hélas, tous mes amis maquisards morts au combat, pour d'autres, de maladies sont partis. Je suis un des seuls qui reste. Vercors, votre Vercors, je l'ai dans le cœur. Encore un grand merci aux cultivateurs,
aux civils où sans leur soutien pour nous apporter du ravitaillement, nous serions tous morts de faim. Merci pour ce silence où des civils sous les atrocités subies n'ont jamais parlé. Des enfants et petits-enfants présents aujourd'hui savent de quoi je parle. Ces familles m'ont logé et nourri. Un grand merci. Je suis arrivé dans le Vercors où ma région a été envahie en quelques jours, la Lorraine, les Vosges, plus précisément où je n'ai pas accepté cette dictature. Je rejoins l'abbé Pierre pour Malval. Merci, monsieur le maire, pour votre invitation. Vous le savez, cet anniversaire me tient à cœur. Pérenniser cet anniversaire, ne jamais oublier ce combat, ces atrocités, même s'il y a des divergences, n'oubliez pas notre combat pour notre liberté. Merci au porte-drapeau. Merci, je vous dis merci. À l'année prochaine, si ma santé me le permet. Je donne maintenant la parole au colonel Gaillard. À la fin de l'année 43, 2 maquis, qui regroupent au total une centaine de maquisards, sont implantés dans les hameaux qui ceinturent le village de Malval. Un camp FTP sur la direction de Raymond Perinetti, à l'Alia hameau des Bennes. Un autre camp de l'organisation de la résistance de l'armée, le 6e bataillon de chasseurs alpins reconstitué. Malval est en effet le site choisi par le chef de bataillon de Réniès pour reconstituer cette prestigieuse unité. C'est un rêve qui le hante depuis qu'il a dû dissoudre sur ordre le 28 novembre 1942. En faisant ressurgir dans le Vercors les tenues bleu jonquilles, c'est un acte de foi en la pérennité de l'armée française. C'est la consigne qu'il donne au lieutenant Esséric en charge du camp de Malval. Depuis 1944, après l'épisode des Grands Goulets, suivi de l'incendie du hameau des Baraques par la Wehrmacht, la preuve est faite que les Allemands peuvent percer jusqu'au cœur du dispositif du Vercors. Cette activité laisse supposer que l'ennemi a décidé d'entreprendre un grand nettoyage. La vie des camps du Vercors tourne au tragique et la perspective d'une éventuelle attaque se précise. Elle est lancée le 29 janvier 1944. 1 millier de soldats aidés par la milice sont engagés dans l'opération. Donc le rapport de force, 1000 contre 100. À Malval, au-delà des gorges du Nord, isolés, on se croit à l'abri. Le lieutenant Esséric, pour éviter toute surprise, place au lieu-dit Le Moulin une garde qui veillait en permanence. 4 hommes en liaison téléphonique permanente avec le village, avec pour mission d'alerter le camp. Hélas, elle sera neutralisée par les Allemands. Les conditions en sont clairement détaillées dans son livre « Clandestin 42-44 » par l'abbé Pierre, l'un des fondateurs du Maquis Palace, qui s'était replié sur le camp de Malval en fin 1943, après un passage sur le plateau de Sornin. Je cite. « Alors que la nuit prenait fin, l'homme de veille attendit un bruit sourd qui rapprochait. Rapidement, il vit apparaître une importante colonne motorisée ennemie. Il éveilla son chef d'équipe et ses camarades du poste. Aucune illusion possible. L'ennemi était là, à quelques mètres. Si les gars tardaient à fuir, ils étaient perdus. Par contre, s'ils le voulaient, ils pouvaient disparaître. Rien n'était plus facile que de se frayer un chemin dans les roches dont ils connaissaient tous les recoins. L'ennemi ne soupçonnerait même pas la présence de ces hommes en fuite. Oui, mais il était impossible à la course d'arriver au camp avant les blindés. S'il fuyait sans prévenir les camarades, seraient surpris et sans défense, ils seraient massacrés dans la paille. Le chef n'hésita pas. Il faut 10 minutes au plus, le temps d'avoir la communication, de réveiller les autres, de leur donner toutes les informations possibles afin qu'ils puissent se mettre en disposition de combat. Et tandis que l'un des gardes s'empressait d'appeler désespérément le camp, les autres, avec quelques armes, se mirent à tirer sur les premières voitures. Autant qu'on peut en juger, par les traces de sang relevées quelques jours plus tard sur le sol, surpris, l'ennemi perdit là 4 ou 5 hommes. Ripostant, les Allemands tuèrent l'un des nôtres, mais ignorant l'importance de la résistance qui les assaillait, ils utilisèrent un stratagème sournois. Ils sortirent un homme de leur voiture. C'était Revol, un habitant du village de Cognien, un ami du maquis parmi les plus admirables, un ami à qui depuis des mois s'était dépensé pour trouver des aides nécessaires chez les cultivateurs de la région. Les Allemands l'avaient saisi dans la nuit et entraîné comme otage. Mitraillette dans le dos, ils le poussèrent devant eux pour que, du geste ou de la voix,
il fasse cesser la résistance de ses camarades. Poussé par la mitraillette, notre compagnon revole avançait sans un mot, sans un geste. La suite de ce fait d'armes, grand à l'égal des plus célèbres de tradition française, c'est par le téléphone en pleine communication que nous le connaissons. Épouvanté, celui des 4 qui tenait l'appareil ne put que crier les Allemands. Puis tremblant, il resta procès comme anesthésié. Lui arrachant l'appareil des mains, le chef d'équipe lui hurla « Défends-toi ». Dans le même temps, parlant à phrases hachées, le chef fournissait au garde du camp tous les détails qu'il possédait. Enfin, il se leva et cria à Revol « Pardon mon vieux, mais il le faut ». Un lancer de grenade en direction de l'ennemi accompagna sa demande de pardon. Revol tomba blessé par les coups de ses camarades. Lorsqu'on vint le relever des corps, on le trouva sur le bord du chemin achevé par une balle allemande. Du moulin qui hébergeait le poste de garde, il ne restait rien. Dans les cendres près du téléphone, on trouva les restes du chef d'équipe et de son aîné maquisard. Bon, c'est pas une citation. Hein. La voie est libre. Guidés par la milice, les Allemands s'engagent aussitôt sur la route étroite qui mène au village. Sentant le danger et constatant que le téléphone ne fonctionne plus, Esseric, ne voulant pas compromettre les civils aux yeux des Allemands, fait replier ses hommes sur les hauteurs. Hein. Mais les quelques passes qui permettaient de franchir les falaises environnantes sont occupées par les Allemands qui verrouillent le dispositif et coupent toute possibilité de retraite aux chasseurs et aux maquisards. La NAS a parfaitement fonctionné. L'ennemi se déchaîne, massacre, incendie, grange les habitations. L'action aura duré 11 heures, le bilan est extrêmement lourd, les 2 camps de Matigard sont anéantis, le village est incendié, 39 morts témoignent de cette barbarie. Le lieutenant Esseric est tué. 7 villageois seront déportés, sans oublier les otages de Cognac-les-Gorges, un fusilier et 3 déportés. En terminant, je recite l'abbé Pierre. Dans l'ouvrage cité plus haut, il écrit « Je crois que Malval, premier au Radour, fut l'une des premières batailles de la libération à caractère militaire du fait de l'encadrement régulier des gardes de ce camp. » Il écrira aussi « J'affirme en engageant toute ma connaissance des choses que rien ne permet de penser qu'il y a eu trahison de quiconque parmi les maquisards. » Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, un sang impur abreuve nos sillons. Tomber pour la patrie, c'est brave que nos yeux ne pourront plus revoir. Ils ont sans hésiter pour la France meurtrie sacrifié leur vie, accompli leur devoir. Gloire à nos morts, honorons leur mémoire. C'est d'une page d'or qu'ils ont orné l'histoire. Fleurissons leurs tombeaux, mais souhaitons le jour où régnera partout le bonheur par l'amour. Ils avaient la santé
la force, la jeunesse. Il rêvait de travail plutôt que de combat. Il pouvait espérer des jours pleins d'allégresse. Et pourtant sans faiblesse, ils sont morts en soldats. Gloire à nos morts, honorons leur mémoire. C'est d'une page d'or qu'ils ont orné l'histoire. Fleurissons leurs tombeaux, mais souhaitons le jour où régnera partout le bonheur.